Alors, bonjour à tous. Donc déjà, je vais présenter pour certains qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ces conférences. Donc j'anime ces conférences dans le cadre d'un cycle des 5 saisons. Hein. Donc, alors après, on va rentrer dans le détail de ces 5 saisons qui sont le fondement des principes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on a commencé par une conférence sur le poumon, hein, qui correspond à l'émotion de la tristesse. Là, cette conférence a lieu sur les peurs, les reins. Ensuite, il y aura le bois, le foie, la colère, etc. Hein. C'est un cycle de 5 conférences qui présentent un petit peu en avant-première des ateliers d'une journée où on anime, conjointement avec Daniel, qui est naturopathe, une journée complète pour incarner cette théorie que je vais vous présenter ce soir à travers un enchaînement de 8 mouvements de Qigong qui vont travailler sur le thème de la saison et sur l'organe de la saison. Donc, nous sommes en hiver et le thème de la saison, c'est l'eau. Et l'organe qui est associé à l'eau en médecine chinoise, ce sont les reins. Mais avant de commencer, donc vraiment de commencer à vous parler de ces reins, de ces peurs, j'entends bien que vous avez envie d'en savoir plus. D'ailleurs, ce qui est le plus intéressant, c'est pas trop de savoir comment se débarrasser de ces peurs, mais de savoir d'où elles viennent. Hein. En médecine, que ce soit en médecine chinoise, en naturopathie, ou en énergétique, ou dans n'importe quelle vision holistique des choses, on va toujours chercher la cause derrière la cause derrière la cause. Hein, parce que traiter le symptôme, ça n'a aucun intérêt. Donc on va commencer par une petite devinette. Et vous allez me dire ce que vous voyez là. Une vague, une ondulation, une colline. Deux bosses d'un dromadaire. Vous avez tous droit à une réponse. Une poitrine de femme. Ah, on voit qu'il y a des hommes dans la salle. Personne ne voit une paire de coucougnettes? Alors maintenant, si je fais ça, il est un petit peu tordu, mais qu'est-ce que vous voyez? Ça ressemble au... Ça y ressemble. Là, ça y ressemble un peu plus. D'habitude, je fais des cercles un petit peu plus ronds, mais là, c'est pas grave, c'est le verre de vin blanc en vous attendant, les retardataires. Voilà. Donc, vous voyez le symbole du Tao. D'accord? Tout le monde connaît ce symbole. Alors, ce symbole, c'est intéressant parce que ce petit symbole que tout le monde connaît, qui a environ 5000 ans dans la cosmologie chinoise, va nous dire beaucoup de choses. D'accord? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire qu'au départ, vous voyez une vague, une onde, donc un mouvement, hein, et que dès l'instant où on va isoler ce mouvement, hein, peu importe où est-ce qu'on va se placer, on va voir quoi? On va voir deux modalités d'expression d'un même mouvement. D'accord? C'est ce que les Chinois ont de manière intuitive établi il y a plus de 4000 ans, environ 5000 ans maintenant. Et c'est ce que depuis une trentaine d'années nous dit la physique quantique. Vous allez me dire, c'est bien loin du sujet, mais on va y arriver progressivement. On part il y a 5000 ans, donc il faut quand même arriver progressivement à notre sujet. Qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la physique quantique? Aujourd'hui, la physique quantique nous dit, selon qu'on l'observe ou non, la plus petite particule subatomique de matière connue, qu'on appelle le quantum, se comporte de manière ondulatoire ou corpusculaire. C'est ce que nous dit la physique quantique. Donc pourquoi j'introduis cette conférence sur les peurs par ce constat-là? C'est que les Chinois, il y a 5000 ans, ont compris de manière intuitive quelque chose qu'aujourd'hui nos scientifiques
ont prouvé, donc scientifiquement, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers, la réalité tangible, ce qu'on voit, notre matière, n'existe que parce qu'on la regarde, parce qu'on a une action consciente sur elle, parce qu'on l'observe. Sinon, ce n'est que de l'énergie. D'accord? C'est ce qu'Einstein aussi nous a dit avec la théorie de la relativité. Qu'est-ce que dit la théorie de la relativité? Elle nous dit que non seulement cette particule subatomique se comporte de manière ondulatoire ou corpusculaire, mais qu'en plus, elle est reliée à tout en permanence dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers n'est pas ce qu'on imagine avec des petits grains de poussière et puis un vide autour. L'univers est une immense trame, un tissu d'énergie où tout est relié, où tout est interrelié. Et cette interreliance, cette corrélation, ces connexions infinies, eh bien, les Chinois les ont définies à travers les bases de leur médecine traditionnelle, qu'on va voir maintenant. D'accord? C'est important de bien comprendre pourquoi je vous explique ça. Parce que vous allez voir après dans mon exposé que les Chinois et tout l'Orient fonctionnent de manière analogique. C'est-à-dire qu'ils ont observé la nature. Vous parliez, Jean-Paul, tu parlais, on peut tout trouver dans la nature. Bien sûr, l'énergie, les Chinois disent, on est dans l'énergie et l'énergie est en nous. Il n'y a pas de différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et ça, dans la mesure où ils raisonnent de manière analogique, ils ont pu découvrir aussi quel est le lien entre les saisons et les organes, entre les couleurs et les saveurs, entre les planètes et les fonctionnements internes de la physiologie humaine. Ils ont tiré les ficelles de ces corrélations, de ces interrelations qui existent dans l'univers, de manière analogique, par métaphore, par comparaison. Alors que nous, en Occident, et en particulier depuis un siècle, on a tout misé sur le matériel. Et le matériel n'est qu'une petite parcelle de la réalité, qu'une petite partie. Ce petit quantum-là, nous, en Occident, on a focusé dessus et on a limité notre vision de la réalité, notre vision de l'existence et donc de la santé à ce monde matériel, logique, rationnel. D'accord ? Donc nous, on fonctionne avec le cerveau gauche, rationnel, logique, cartésien, et eux, ils fonctionnent avec le cerveau droit, créatif, intuitif, réceptif. Et c'est là où, dès le départ, on peut voir à quel point cette notion de yin et de yang est importante. Parce que, aujourd'hui, comment vous le dessinez, le yin et le yang? Pas comme ça. Comme ça. Vous le verrez partout comme ça. Si vous prenez un manuel de médecine chinoise ancienne, vous le verrez dessiné comme ça. Aujourd'hui, on a inversé les choses. On les a dissociées entre droite-gauche parce qu'on fonctionne comme ça. On sépare les choses. Autrefois, il y avait cette vision haut-bas. Maintenant, c'est droite-gauche. Ça, c'était une parenthèse. Donc maintenant, cette notion de yin et de yang, elle est indissociable de la médecine traditionnelle chinoise. Il faut comprendre comment ils pensent. Pour comprendre comment ils pensent, on va commencer par définir ensemble qu'est-ce qui est yin et qu'est-ce qui est yang. Alors déjà, je vous ai donné une indication. Où est le yin et où est le yang? Je vais vous faire travailler un petit peu quand même. Oui. Dans la terre ou dans le ciel, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui est dans la terre et qu'est-ce qui est yin et qu'est-ce qui est yang? Justement, je sais jamais. Pardon? Tu avais une chance sur deux. Le yin est en bas, c'est la terre. Donc, par complémentarité et non pas par opposition, parce que là aussi, nous, on pense dualité, mais eux, ils pensent unité. Hein? Le Tao, c'est le 1. C'est aussi le vide et c'est aussi la voix, V-O-I-E. D'accord? Le yang, c'est le ciel
Et le yin, c'est la terre. Dans notre corps, qu'est-ce qui est yin et qu'est-ce qui est yang? Allez, on va dire qu'on a un corps et un esprit. Le corps serait yin ou yang par rapport à la terre et au ciel? Le ciel est yang, la terre est yin. Notre corps, vous l'associeriez analogiquement à la terre ou au ciel? À la terre, c'est de la matière, c'est physique. Donc si notre corps est yin, par complémentarité, notre esprit est yang. D'accord? Papa, maman. Où est-ce qu'on met papa, où est-ce qu'on met maman? On le met toujours en yang et elle en yin. Maman, on va dire la femme, et papa, on va dire l'homme. D'accord? Donc Vénus et Mars. Là aussi, on peut commencer à faire des analogies. Vous voyez que tout est subdivisé en deux polarités. Et ces deux polarités, puisqu'on reprend l'idée d'un mouvement universel, intemporel, éternel, il n'y a pas de commencement de l'univers. On ne peut pas dater. Les scientifiques nous parlent du Big Bang. Mais bon, qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Si ce n'est une explosion d'énergie. Et avant l'énergie, il y avait quoi? Ben aujourd'hui, les Russes nous donnent une réponse. Ils nous disent, avant l'énergie, il y avait l'information. Là aussi, on peut diviser ces deux polarités. L'énergie, elle est là. La matière, c'est de l'énergie. D'accord? Là, c'est l'énergie. Et par complémentarité à l'énergie, là, on a l'information. D'accord? L'énergie n'est que le véhicule de l'information. L'énergie, cette vague, ce home pour les Indiens, le je suis du verbe créateur de la Bible, toutes les traditions ont dit au commencement était le verbe d'une manière ou d'une autre. Hein. Ce n'est qu'une vibration. Cette vibration qui ondule, elle porte quelque chose, elle porte l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information? C'est ce qui donne la forme. Dans l'information, vous avez forme. C'est ce qui donne la forme à la matière. Chez nous, elle est où l'information? Dans l'ADN. C'est notre ADN qui nous dit on va avoir les yeux bleus, les cheveux blonds, on va mesurer 1m80 ou 1m50, on va avoir du 37 ou du 49. C'est l'ADN. C'est notre capital informationnel dans notre corps. Mais cette information et cette énergie, ce corps et cet esprit, cette terre et ce ciel, vous voyez bien que ce ne sont que les deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est comme le jour et la nuit. Le yin, c'est la nuit. Le jour, c'est le yang. Mais le passage entre le jour et la nuit, c'est pas clic, on éteint l'interrupteur et tout d'un coup il fait nuit. Il se fait très progressivement. Ce passage, il est dans cette dynamique du yin et du yang. C'est la même chose le jour et la nuit. Sauf qu'à un moment donné, très très doucement, il y a le crépuscule, et puis il y a le début de la nuit, et puis il y a le milieu de la nuit, et puis il y a la fin de la nuit. Le crépuscule, le début de la nuit, le milieu de la nuit, la fin de la nuit, et puis petit à petit, l'aube arrive, et puis le milieu du jour, la fin du jour, et ça recommence. C'est pour ça que je disais les Chinois fonctionnent de manière analogique, c'est-à-dire qu'ils ont simplement observé les cycles des saisons, les cycles de la nature, les cycles cosmiques, et ils ont vu que nous, êtres humains, avec notre petit corps et notre petit esprit, nous n'étions qu'une représentation microcosmique d'un macrocosme. D'accord? Ça, c'est une petite introduction, juste pour voir comment ils fonctionnent dans leur manière de penser. D'accord? Corps-esprit, c'est la même chose. Il y a 50 ans à peu près, la médecine occidentale a parlé d'une évidence au niveau des maladies psychosomatiques.
C'est ça. Cette évidence-là, il n'y a aucune différence entre le corps et l'esprit. Il y a une différence de fréquence vibratoire. Hein? C'est-à-dire que si on imagine l'univers comme cette trame dont je parlais, avec des milliards d'ondes dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là, je suis en train de tout gribouiller, mais c'est pas grave, que vous compreniez que l'énergie, elle va dans ce sens-là, elle va dans ce sens-là, mais elle va aussi dans ce sens-là. C'est ça la trame de l'univers. D'accord? Et c'est ça qui fait que tout est interconnecté, comme dans une immense toile d'araignée. Je touche là, c'est la théorie du papillon. Hein? Je touche là, ça va se répercuter là. Dans notre corps, c'est pareil. Ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe dans notre ventre, ça va se répercuter dans toutes les cellules de notre matière. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Et ça, maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet. Parce que là, on va tourner la page. Merci. Ça va? Si c'est trop obscur et que vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas, comme à l'école, vous levez la main. Donc maintenant, on va reprendre cette notion-là de yin et de yang. Je vais essayer de ne pas rater mon... Hein, c'est mieux? Mais on va faire plus propre. Bon. On est toujours dans un mode de pensée analogique. Maintenant, on va séparer ce schéma en 4 orients. D'accord? Un centre, un haut, un bas, une droite, une gauche. Bon. Et les Chinois, observant la nature, se disaient, puisque notre corps-esprit, notre entité corps-esprit, est en harmonie avec les lois de la nature, eh bien, on va forcément trouver des correspondances. Alors, pour trouver ces correspondances, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui influait sur notre santé, qu'est-ce qui influait sur notre nature humaine, dans la nature de l'environnement. Donc déjà, pour placer le soleil dans ce schéma, ils ont levé les yeux vers le ciel et ils ont vu que pour chercher le soleil, on levait la tête. Donc, ils ont placé le soleil. On dirait quoi, nous, si on regardait un plan géographique? Qu'est-ce qu'on dirait? Au nord. Eh bien, c'est le contraire, c'est au sud. Pourquoi? Parce que justement, le soleil est associé au sud. D'accord? Quand vous faites une maison bioclimatique et que vous voulez mettre une baie vitrée vers le soleil, vous la tournez vers le sud. Donc, par complémentarité de ce yin et de ce yang, qu'est-ce qu'on va mettre à l'opposé, en face? Le nord. On devrait vous servir un petit verre de blanc pour réchauffer un petit peu les méninges. C'est justement les spécificités de la saison. L'hiver, le froid, ça contracte, alors que l'alcool, ça décontracte. C'est pas pour vous inciter à boire, hein, je dis ça parce que... Donc, par complémentarité au soleil, La lune. la lune. Bien. On va y arriver. Donc forcément ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bravo. Et là, forcément, on a l'ouest. L'est, on va mettre Jupiter. Et l'ouest, on va mettre Vénus. On verra après plus tard, peut-être. Pour l'instant, on les positionne. Et au centre, vous connaissez cette petite glyphe là en astrologie ou en astronomie ou en... Non, c'est la Terre. Hein, c'est comme ça qu'on dessine la Terre. Donc la Terre au centre. Maintenant, ils se sont dit le sud, c'est le soleil, c'est l'été. Dans notre cœur, à quoi? Dans notre cœur, je vous donne la réponse. Dans notre corps, à quoi ça peut correspondre? Hein, on dit l'été, on a le cœur en joie. Bon. Donc, le cœur. On verra après. À l'est, donc l'est, qu'est-ce qui se passe? L'est, c'est le début de
l'énergie qui monte là, c'est le yang naissant, hein, c'est le lever du soleil, l'est. On pourrait comparer ce schéma à une horloge cosmique. L'est, c'est le printemps, d'accord? Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sève qui monte dans les arbres, les bourgeons qui commencent à fleurir, etc. C'est une explosion d'énergie. On l'appelle le yang naissant, hein, le yang qui commence à monter vers son apogée. Et on a remarqué dans notre corps que le seul organe qui est repoussé quand on le coupe, à l'image du bois, on est toujours dans ce fonctionnement analogique, c'est quoi? Vous le savez? Le foie. On commence à placer un petit peu tous les organes, d'accord? Donc, la naissance, le printemps, l'énergie qui monte, le milieu du ciel avec le plein soleil, le sud, le cœur, la joie de vivre, etc. Et puis petit à petit, le soleil il redescend à l'ouest, il se couche. Hein. On peut comparer donc au printemps, à l'été et ensuite à l'automne. Hein. À l'automne, qu'est-ce qui se passe? À l'automne, les feuilles commencent à tomber des arbres. Il ne fait pas encore trop froid, c'est plutôt l'humidité, etc. Lorsque les feuilles tombent des arbres, on sent qu'il y a comme une séparation entre le ciel et la terre. Les Chinois disent le ciel et la terre amorcent leur séparation. Ils ont comparé cette image aux poumons qui séparent l'air vicié de l'oxygène, toujours par analogie, les poumons. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a le sud, on a le nord, la lune. La lune, ça vous fait penser à quoi pour les femmes? Qu'est-ce qu'elle va nous faire dire devant tout le monde? Eh non, raté. Raté, c'est le cas de le dire. C'est raté. L'utérus, oui, et en Bretagne ou dans la mer, c'est quoi? C'est l'Atlantique, au cycle menstruel, et donc les grandes marées, hein, l'Atlantique, les grandes marées. Donc, cycle menstruel, ça coule, c'est liquide, les grandes marées, c'est de l'eau. On est là dans l'énergie de l'eau. Hein. Dans notre corps, qu'est-ce qui gère l'eau? C'est les règles. Donc, Jean-Paul, qu'est-ce qui nous reste? Là, tu peux le dire, c'est le moment, la rate. Et bien, la rate, elle est là. D'accord? On a 5 organes qu'on appelle des organes pleins. Pourquoi des organes pleins? Parce qu'ils thésaurisent l'énergie. C'est-à-dire, ils les appellent aussi des organes trésors. Hein? Ils conservent l'énergie, tous ces organes. L'énergie ou le sang. Par complémentarité, toujours par cette notion de yin et de yang, ces organes pleins sont yin, puisqu'ils thésaurisent l'énergie, et ils sont associés à ce qu'on appelle un organe vide ou une entraille qui est yang. Alors, logiquement, le rein, il va être associé à quoi? Facile. La vessie. Le foie, quand on a une crise de foie et qu'on vomit de la bile, la VB, vésicule biliaire. Alors là, c'est un petit peu plus délicat pour le cœur, les poumons. Bon, la rate, c'est le système digestif. Quelle est l'entraille, l'organe creux dans notre corps qui assume la réception des aliments? L'estomac. Il nous reste le gros intestin et l'intestin grêle. Alors, pour vous mettre sur la piste, je vous ai dit, les poumons, l'ouest, c'est la saison qui sépare. Les poumons séparent l'air vicié de l'air pur. Qu'est-ce qui, dans notre corps, au niveau de l'élimination, sépare le bon du mauvais, les matières utilisables, des matières à évacuer. Hein? Le gros intestin. Et il nous reste l'intestin grêle qui est associé au cœur. Donc là, on a un système complet, d'accord, qui associe des organes pleins et des organes creux à une orientation, à une planète
Et donc à un élément. Hein. Ils ont défini 5 éléments à partir de ces constatations. Alors les 5 éléments, on va essayer de mettre un petit peu de couleur. Est-ce que vous en connaissez certains? Ou est-ce que je vous les fais deviner sur le même mode? Le bois, C'est vert, non? c'est vert. Le bois, il est associé à quoi? Le foie. Le foie. Bravo. On donnera des notes à la fin. Alors ensuite, laissez-vous inspirer. L'été, on a dit le cœur en... Hein? C'est rouge. non? C'est rouge, effectivement, comme le sang du cœur. Hein, là aussi, c'est analogique. Hein. Le vert, c'est le printemps, c'est analogique. Donc ça, c'est le feu. Bravo. Si vous fonctionnez toujours de manière analogique et avec cette vision des deux polarités, des complémentarités, en face du feu, on a l'eau. Vous voyez, c'est pas compliqué finalement. Hein. Il suffit de lancer la machine, mais après ça va tout seul. Bon, au milieu, je l'ai dit, c'est la Terre. Pour les Chinois, la Terre elle est jaune. Donc on va faire ça simplement. Et donc il nous reste un élément qui n'est pas dans notre tradition à nous, puisque nous on a l'eau, le feu, la terre et l'air dans notre tradition. Chez les Indiens, en Inde, en Ayurveda, il y a le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. Et chez les Chinois, il y a un 5e élément. Vous le connaissez? Le métal. Donc qui est associé au poumon. Et le métal, en fait, c'est le blanc qui est associé au métal. Donc on va le dessiner comme ça. Et là, on a notre système complet. Alors, vous êtes venu m'entendre parler des peurs. Vous devez vous dire, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est normal. On n'a pas encore mis les émotions. Hein. Toujours par analogie, on a défini des émotions. On a observé que certaines émotions vont affecter certains organes. Pour nous, dans notre médecine classique occidentale, on dit souvent que toutes les émotions affectent le foie. On associe toutes les émotions au foie. Donc les Chinois sont un petit peu plus raffinés, un petit peu plus subtils. Ils ont défini des émotions spécifiques qui sont en lien avec chaque organe. Donc le foie, c'est le printemps, cette explosion d'énergie qui monte dans les arbres, dans les feuilles, dans les fleurs. C'est l'expansion de Jupiter, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie. Et dans notre vie émotionnelle, qu'est-ce qui peut exploser comme ça? La joie. La colère. Ah, il y a des connaisseurs. Qui a dit la colère? D'accord. Spécialiste. Un spécialiste. Alors, ce qui explose aussi, effectivement, c'est la joie. Vous en avez parlé avec le feu. Mais elle n'explose pas de la même manière, la joie. La colère, ça monte comme la moutarde qui monte au nez. C'est une énergie qui est vraiment explosive. Alors que la joie, c'est plus une énergie qui va rayonner comme le soleil. Hein? Là aussi, c'est toujours analogique. On dit on rayonne de joie. Quelqu'un rayonne. Hein? Le métal. Les poumons. Est-ce que vous connaissez la spécificité des tuberculeux, des grands asthmatiques, tous les gens qui ont des maladies, des pathologies pulmonaires ont tous un point commun. La tristesse. Ouais, Ouais. la mélancolie. La mélancolie, la tristesse, tout à fait. Ce sont des grands mélancoliques. La Terre. Alors, on va en parler après, parce que d'abord, je voudrais qu'on arrive donc au sujet de la conférence. L'émotion associée au rein, hein, c'est la peur. Les peurs. On va le mettre au pluriel, vous allez voir pourquoi. Les peurs. Il nous reste la rate et l'estomac au milieu avec cette terre-là. Qu'est-ce qu'on peut associer?
Alors on a dit c'est le système digestif. D'accord? Rate-estomac. Il y a même le pancréas qui est associé à la rate. Pour les Chinois, c'est un système rate-pancréas. Ce n'est pas la rate toute seule. Rate-pancréas-estomac qui digère. D'accord? Lorsqu'un PDG a un ulcère de l'estomac, il y en a beaucoup. C'est un anxieux. Ouais, c'est l'anxiété. Et là, on a globalement toutes les émotions un petit peu caricaturales, stéréotypées. Parce qu'après, il y a toute une palette. Il y a la colère, mais il y a aussi l'irritabilité, la tristesse, la mélancolie, l'anxiété, les soucis, la dépression. Il y a tout un éventail. Il y a les petites peurs, les grandes peurs, les moyennes peurs, les peurs ancestrales. La joie, c'est pareil, ça peut aller jusqu'à l'exubérance. Donc, là, on a un petit peu des mots-clés. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et pour aller regarder un petit peu de plus près, on va zoomer là-dessus. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le nord, c'est l'eau, les peurs, rein, vessie. Par contre, il y a deux petites précisions. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait lorsque vous versez de l'eau dans un vase? Elle stagne. Ouais, enfin, ça se mélange au début. Elle est contenue. Ouais. Si vous avez un vase comme ça, ou comme ça, elle s'adapte. Adaptabilité. On va un petit peu développer adaptabilité. Maintenant, dans la nature, elle peut jaillir lorsqu'il y a, par exemple, une source. Mais en général, l'eau, elle a plutôt tendance à s'infiltrer, à descendre dans les profondeurs de la Terre. C'est donc une dynamique descendante. D'accord? Et où qu'elle aille, s'il y a des obstacles, s'il y a des rochers, elle va éroder, elle va insister, elle va s'insinuer, elle va toujours aller de plus en plus bas en suivant cette gravité en fait. Elle est vraiment tributaire de la gravité. Et ça, c'est associé toujours par analogie dans notre fonctionnement humain à quoi? À cette espèce de combativité, de détermination, de volonté qui fait que quoi qu'il arrive, on ira là où on a décidé d'aller. La détermination, tout en étant adaptable. C'est détermination, volonté, courage. Toutes ces qualités-là sont en quelque sorte l'antidote des peurs. C'est les qualités de l'eau. D'accord? Les peurs, on va voir que c'est autre chose. On va voir maintenant d'où elles viennent, ces peurs. D'accord? Alors, adaptabilité, détermination, volonté, courage, pugnacité, toutes ces qualités-là, on pourrait en faire des listes entières. Par complémentarité, par opposition, j'aime pas le terme d'opposition, par analogie, l'eau, on a dit qu'elle descendait, le feu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Donc vous voyez que là encore, il y a comme deux énergies un petit peu antagonistes. D'accord? Dans notre corps, c'est un petit peu pareil. L'énergie de la matière, on tient les deux pieds sur terre, on est enraciné, c'est ce que nous fait travailler le Qigong. Par contre, l'esprit, on dit on a un esprit léger, l'esprit a tendance, lui, à nous élever. On dit on élève notre conscience, élever sa conscience, rien que ça. Donc, les termes qu'on utilise, la terminologie, les mots qu'on utilise sont très représentatifs de cette réalité-là.
Sauf que nous, on a oublié de se relier au sens étymologique des mots qu'on utilise. Les Chinois ne font, eux, que jouer avec le sens des mots, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc nous, on élève notre conscience, on s'enracine en tête. Maintenant, je vous ai dit, on va zoomer un petit peu sur cet axe-là. C'est cet axe-là qui nous intéresse. D'accord? Cœur, rate, rein. Ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Alors, on a nos deux reins comme ça. Le rein droit est un petit peu plus bas que le rein gauche. Pourquoi? D'ailleurs, là, je le mets un petit peu plus haut, mais... Vous savez pourquoi le rein droit est un petit peu plus bas que le rein gauche? Parce qu'il y a le foie devant qui prend de la place. Au-dessus des reins, on a les petites capsules surrénales. Là, on a notre cœur. Là, on a le diaphragme. Et là, on a le plexus solaire. Avec la rate, estomac, le foie. Et là, on a nos deux poumons. D'accord? Le foie est plus gros que ça, puisque justement, proportionnellement, il prend de la place, là, au rein droit. Donc notre estomac, le système digestif avec la rate. Ce qui est important, c'est ça, le diaphragme. Et au milieu des deux reins, on a ce qu'on appelle Mingmen, la porte du destin, qui est considérée par les Chinois comme un petit foyer, un petit creuset qui doit produire de la chaleur pour réchauffer l'eau des reins, de manière à ce que cette eau des reins ne descende pas inexorablement, mais monte vers le cœur et les poumons. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Les poumons respirent, donc inspirent de l'oxygène, expirent de l'air vicié. D'accord. La rate, l'estomac et le foie s'occupent du système digestif. Donc quand on ingère de l'alimentation, elle est traitée là, elle est gérée. La rate va envoyer l'essence pure des aliments vers les reins, parce que logiquement, elle ne peut que descendre, cette essence pure. La chaleur du Mingmen va permettre de réchauffer l'eau des reins pour la faire remonter vers les poumons, qui vont, grâce à la pompe cardiaque, envoyer cette essence pure dans tout le corps. Cette essence pure, c'est quoi? C'est devenu de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on mange? Pour avoir de l'énergie, pour alimenter nos cellules. Pour les Occidentaux, c'est le système digestif qui assimile, après on rejette, et puis le sang va véhiculer les glucides, les lipides, etc. Pour les Chinois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a plusieurs types d'énergie. Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'énergie. Vous êtes là pour entendre parler d'énergie quand même. Mais l'énergie, il faut savoir qu'il y a une énergie prénatale et une énergie postnatale, une énergie acquise. Comment on acquiert de l'énergie? On l'a dit, en mangeant, de préférence des bonnes choses, en respirant et aussi en pratiquant le Qigong. Pourquoi on pratique le Qigong? Parce que le but, c'est de réchauffer ce creuset alchimique qui va nous permettre de vaporiser les essences pures tirées des reins
vers les poumons pour que la pompe cardiaque distribue cette énergie à tout le corps. C'est la vision chinoise. Maintenant, pourquoi je parle d'énergie prénatale et d'énergie postnatale? Notre énergie prénatale, elle est contenue dans les reins. Plus précisément, dans cette zone-là, qu'on appelle le Mingmen, la porte du destin. Et c'est là où on va en arriver aux peurs. Parce que dans ce Mingmen-là, on peut comparer à une spirale qui, si on la déroulait, nous donnerait à peu près ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est nos ancêtres. L'énergie prénatale, qu'on appelle aussi l'essence prénatale, c'est l'information que l'on reçoit de nos 2 parents, de nos 4 grands-parents, de nos 8 arrière-grands-parents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 6 générations. Donc on a 2, 4, 8, 16, 32 et 64 ancêtres. Total, 126. Les Chinois nous disent on a une information contenue dans cette zone qu'on appelle Mingmen, la porte de la vie, qui nous relie à 126 personnes derrière nous. C'est pour ça que lorsqu'ils parlent des peurs contenues dans les reins, ce n'est pas uniquement vos peurs, c'est aussi toutes les casseroles qu'on se trimballe derrière nous de nos ancêtres. Mais il n'y a pas que le négatif, il y a aussi toute cette liste-là dont je vous ai parlé. Ah, c'est blanche. L'adaptabilité, la détermination, la volonté, le courage, la pugnacité, l'enracinement, parce qu'on va en parler aussi, les reins, c'est l'enracinement. Toute cette liste de valeurs positives qui sont associées aux reins, en contrepartie, on a droit aussi aux peurs. C'est ce que recherche aujourd'hui la psychogénéalogie. Hein? Quand les gens vont faire des constellations familiales, c'est pour découvrir, avec plus ou moins d'horreur, plus ou moins d'effroi, toute cette information-là qui nous suit depuis 6 générations. Mais, rassurez-vous, on a aussi, dans ce potentiel-là, l'information que l'on va léguer à nos enfants. Pourquoi? Parce que pour les Chinois, l'hérédité se situe dans les reins. Lorsque le sperme du papa et l'ovule de la maman se rencontrent, la multiplication cellulaire qui a lieu va former un début de, d'abord des cellules, donc c'est, comment ça s'appelle, la mitochondrie, hein, donc jusque, comment ça s'appelle? Oui. Oui. Cellulaire. Non, la mitochondrie, c'est tout le monde. Comment ça s'appelle? La mitose? La mitose. Jusqu'à la 64e cellule, il y a 64 cellules souches. Après, le fœtus commence à se développer et c'est de rein à rein que se transmettent ces informations-là. Des reins des parents aux reins du bébé. Hein, ces informations-là vont se transmettre. Parce que les reins, en fait, c'est le tissu des reins qui va former aussi les ovaires et les testicules. C'est le même tissu. C'est 8h15. Donc il reste un petit quart d'heure. J'arrête l'heure. Excusez-moi, c'était parce que on a une capacité d'enregistrement limitée. Donc, cette information que l'on récupère de nos ancêtres est logée dans les reins
Et c'est pour ça qu'il est important de faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qu'on se trimballe, comme des casseroles. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce corps-là. Pourquoi on a choisi ce corps, cette planète, cette période. Parce que là, les Chinois nous disent, le chêne s'est incarné dans le cœur, là. Le chêne, c'est la conscience ou l'âme. Hein. Pour les Chinois, ils parlent beaucoup plus de conscience que d'âme. Pour nous, on va parler d'âme ou de conscience, c'est un petit peu pareil. On a une mission, un mandat céleste, nous disent les Chinois. Un mandat céleste. On a décidé à un moment donné, ou alors on n'a pas choisi, si karmiquement on nous a dit allez, il faut y retourner parce que là il y a du karma à résoudre, peu importe la raison pour laquelle on s'est réincarné, mais on a un mandat céleste, on a un projet de vie, un projet d'âme, une mission, peu importe comment on l'appelle. Hein. Les gens qui font un peu d'astrologie vont parler d'objectifs ou de nœuds nord, ou de, bon, peu importe. Ça s'incarne dans le chêne. On a besoin d'un corps physique pour réaliser ce mandat céleste. Ce corps physique, on va le trouver dans cette complexité transgénérationnelle qui va nous donner un peu comme un terreau pour réaliser notre mandat céleste. Une plante, vous allez choisir un terreau adapté à la qualité de la plante, si c'est une terre de bruyère ou si c'est... Enfin voilà, vous allez choisir un terreau adapté pour cultiver des poireaux ou autre chose. Donc nous, c'est pareil. On a un mandat céleste, on a un projet de vie. Eh bien, on va choisir, plus ou moins, selon notre niveau vibratoire, hein, parce que des fois, on n'a pas le choix. Mais il nous est donné un corps physique avec une histoire, avec cette charge en quelque sorte, cette contrainte héréditaire. Ça peut être des pathologies héréditaires, ça peut être la myopie, si notre grand-mère était myope, ça peut être un handicap, mais ça peut être aussi toutes ces valeurs positives. Hein. C'est pas que c'est pas que des choses négatives qu'on traîne avec nous. Il y a aussi tout le positif qui va de pair. Je ne sais pas comment ça s'arrête, alors j'enlève la batterie. C'est plus simple. Hop. Il y a tout le positif. Des fois, on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire de la poterie. Pourquoi de la poterie? On ne sait pas. Mais dès qu'on se met devant une pièce d'argile, tout d'un coup, on a l'impression qu'on a toujours fait ça. Il y a comme des connaissances qui émergent comme ça. Ben, ces connaissances aussi, elles viennent de là. Des intuitions, la préscience. Hein. On dit il est doué comme son grand-père, ou alors il est violoniste comme son arrière-grand-père. Il a toujours fait de la musique, mais c'est normal, son oncle était musicien. Enfin bref, toutes ces capacités, ces dons, ces talents hein, qu'on peut... tout ça, on en a hérité. Hein. Mais... pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai positionné un petit peu cette rate, etc. Qu'est-ce qui se situe là au niveau du plexus solaire? Au niveau du diaphragme. Hein? Quand on dit je dois passer un examen, j'ai l'estomac noué, là j'ai un nœud dans l'estomac. Mais c'est justement toute cette anxiété, toute cette charge émotionnelle, c'est l'émotionnel là. Dans toute sa splendeur. Hein? L'émotionnel qui peut bloquer justement cet axe. Hein, on parle de l'axe cœur-rein. Je ne vais pas vous dessiner. Cet axe cœur-rein, réaliser son mandat céleste dans un corps, peu importe les peurs, si cet axe cœur-rein est coupé par un plexus solaire noué, par un système digestif qui est saturé par toutes les informations parce qu'on digère de l'alimentation, mais on ne digère pas que ça. On digère les sons, on digère la lumière, on digère les affiches qu'on voit, on digère les films qu'on a vus au cinéma. Toutes les informations qui viennent vers nous, on doit les assimiler, après les avoir digérées, après les avoir transformées, etc. Et notre système digestif, aujourd'hui, il est saturé par cette masse d'informations qui nous agresse.
Quand on va dans un magasin, la musique de fond, toutes les pubs, on est en permanence agressé, notre système digestif est saturé, et du coup, très souvent, notre respiration est bloquée, le diaphragme est coincé, cet axe cœur-rein est coupé. Donc on n'est pas bien incarné, on est trop dans le mental, parce qu'on l'a vu, on fonctionne avec le cerveau gauche, donc c'est très cérébral notre manière de vivre, c'est pas assez incarné. Retrouver cet axe cœur-rein va nous permettre de bien s'ancrer en terre, de bien avoir ce qu'on appelle les reins solides, hein, dans nos expressions françaises, avoir les reins solides, avoir le cœur en joie, pas digérer une situation, c'est clair. On ne digère pas une situation comme on ne digère pas notre alimentation. Si on n'a pas le cœur en joie, on ne peut pas incarner notre mandat céleste dans ce corps physique qu'on a choisi, avec cette potentialité, avec nos ancêtres. Et donc avoir les reins solides, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur nos peurs, mais nos peurs, est-ce qu'elles sont vraiment à nous? Qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui? Déjà, il faudrait être capable de les lister, ces peurs. Hein? Avoir les reins solides, ça veut dire déjà apprendre à respirer. Libérer cet axe cœur-rein, libérer le péricarde, ouvrir la cage thoracique. C'est-à-dire travailler sur le système complet. On ne peut pas travailler sur nos peurs si on est dans l'anxiété, si on est dans la tristesse, si on est dans la colère. Ce n'est pas possible. Il faut retrouver cette sagesse de ce cycle, de cette fluidité, pour comprendre que les peurs, par quoi elles sont générées. Si on a de la tristesse qui nourrit notre anxiété, on va nourrir les peurs. Si on a de la colère qui empêche la joie de s'exprimer, on va bloquer aussi cet axe cœur-rein. Tout est relié. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est travailler à cet équilibre dynamique qui est symbolisé par ce Tao. Il est magnifique. On voit bien que c'est une roue qui tourne. C'est pas statique, c'est pas carré comme notre vision à nous des choses. Travailler sur cet équilibre dynamique, ça veut dire travailler sur l'alignement, sur cet axe, cœur, rate, rein, mais travailler aussi sur la droite et la gauche, le yin et le yang, c'est pas seulement le haut et le bas, c'est la droite et la gauche, c'est l'intérieur et l'extérieur, c'est retrouver cette sagesse ancestrale qui nous dit que l'équilibre, au fond, on ne peut pas le sectoriser, on ne peut pas travailler sur nos peurs sans travailler sur notre colère, etc. C'est retrouver une vision holistique des choses. Les peurs, au fond, elles peuvent s'évanouir. C'est l'eau. C'est l'eau. L'eau, c'est aussi les rêves, c'est l'inconscient, c'est l'émotionnel. Mais comprendre qu'on est un tout interrelié, que chaque organe va être affecté par l'émotion qui lui est reliée, mais que si un organe est affecté, le foie, il n'est pas isolé. Dans le système digestif, il est relié à la rate et l'estomac. Hein? Et si cette zone est bloquée, la respiration ne va pas pouvoir libérer les poumons et la cage thoracique. Si la cage thoracique est bloquée, tout le yang va monter à la tête, on ne sera pas suffisamment incarné. Il faut trouver cet équilibre dynamique qui va permettre cet axe, qui va permettre d'incarner dans la matière, dans un corps physique, cette mission de vie qu'on s'est allouée en s'incarnant dans ce corps physique. Mais il va falloir faire avec tout ça. Il va falloir composer avec ses ancêtres, composer avec cette hérédité, composer avec des peurs qui ne nous appartiennent pas. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionne ce système, l'eau étant reliée à l'émotionnel, on n'a qu'à développer les qualités de l'eau, cette adaptabilité, cette détermination, cette volonté, ce courage que les Chinois appellent ce shen, c'est la conscience, c'est la volonté. Entre les deux, on a ce chi, hein, puisqu'ils disent il y a trois trésors dans le ciel,
c'est le soleil, la lune et les étoiles. Il y a 3 trésors dans l'homme, c'est le shen, le chi et le jing. Le jing, c'est l'essence vitale. Cette essence vitale, on la trouve dans le sperme, dans le liquide céphalorachidien, dans la moelle des os, dans le cerveau. Tous les liquides subtils et nobles de notre corps sont produits par les reins. Les reins, en médecine occidentale, on dit « Oh, problème de rein, pas de problème, on en enlève un, on dialyse. » Pour la médecine occidentale, les reins n'ont pas autant d'importance que pour la médecine chinoise. Vous voyez bien qu'en médecine chinoise, c'est notre fondement, c'est notre enracinement. Avoir les reins solides, c'est notre base. D'accord? C'est comme une pyramide. Le sommet, c'est le spirituel, notre âme, notre mandat céleste, la raison de notre incarnation. Mais la base, c'est la terre, c'est l'enracinement. Cet alignement-là, il ne peut être productif que si on a l'enracinement. Et le premier point du méridien des reins, il est où? Il est à la plante des pieds. C'est par là qu'on capte l'énergie de la terre, par la plante des pieds. Mais c'est aussi par là qu'on peut évacuer toutes nos énergies viciées, polluées, toutes les surcharges énergétiques qu'on va accumuler par le stress, les contraintes familiales, tout ce qu'on porte sur les épaules, etc. On peut le redonner à la terre par ce point aussi. C'est pour ça que c'est important en Qigong de bien s'enraciner. Parce que c'est un point stratégique pour capter l'énergie de la terre qui va nourrir nos reins et en même temps pour évacuer toutes nos énergies viciées vers la terre. Donc les peurs, finalement, c'est pas grand-chose. C'est un des éléments dans ce système dynamique qui, si on va figer l'eau dans notre corps, vous avez parlé tout à l'heure d'eau stagnante, l'eau, il faut qu'elle circule. Et comment elle circule? Grâce à l'énergie. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'énergie, mais l'énergie, là, vous avez vu dans le premier schéma, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle, c'est toujours de l'énergie, en fait. Et si cette énergie, elle stagne, l'eau, elle va stagner. Et l'eau qui stagne, ça va donner des pathologies qu'on appelle yin, pour de stagnation, c'est des œdèmes, des ballonnements au niveau digestif, etc. Tout ce qui va nous peser, nous alourdir. Dans ce cas-là, la solution, c'est de réchauffer l'espace entre les reins, qu'on appelle la porte de la vie, ou la porte du destin, parce que justement, c'est une porte ouverte vers notre histoire. Et notre histoire, elle peut être passionnante aussi. On a tendance toujours à rejeter le passé, mais non. C'est intéressant de voir à quel point on est la résultante de tout ce que ces ancêtres nous ont apporté. C'est une richesse aussi. Cette richesse, on l'a choisie. On a choisi ce corps-là pour réaliser cette mission. À condition que notre diaphragme soit suffisamment mobile, qu'on respire pleinement la vie à plein poumon, qu'on a le cœur suffisamment ouvert, aimant et joyeux, et qu'à ce moment-là, notre système digestif, il peut fonctionner à plein régime pour pouvoir assimiler cette nourriture qui n'est pas que solide. Notre nourriture, c'est aussi la musique qu'on écoute, les livres qu'on lit, les gens qu'on rencontre. De quoi est-ce qu'on s'environne? Est-ce qu'on est environné de nature ou est-ce qu'on est dans un univers en béton, etc. Tout ça, il faut le digérer. Et dès l'instant où cette circulation entre l'énergie, l'alimentation, l'eau est fluide, à ce moment-là, ça roule. Je pense qu'au niveau du timing, on a peut-être 2 minutes. 1 minute, 2 minutes. Magnifique, vous avez la possibilité éventuellement de poser des questions. Bon, je pourrais vous en parler encore pendant des heures parce que bien sûr, après, c'est le but du stage de demain auquel vous participez, si j'ai bonne mémoire. On va approfondir tout ça dans le détail, au niveau des méridiens, le sens de circulation de l'eau, comment, puisque là je vous ai expliqué pourquoi, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Maintenant, comment renforcer ce Mingmen? Comment réchauffer cette porte de la vie? Alors vous me parliez de danse orientale, le simple mouvement qui permet de faire bouger le bassin dans un sens, dans l'autre sens, ce mouvement-là s'appelle réveiller le feu de la porte de la vie.
Et pourquoi les danseuses orientales font ce mouvement et que dans les salles de danse orientale, il n'y a quasiment que des hommes? Parce que ça, c'est un mouvement qui est lié aussi à la sexualité. Parce que ce que j'ai omis de vous dire, et ce n'est pas des plus banals, c'est que l'énergie qui est contenue dans les reins, c'est aussi l'énergie sexuelle. C'est la vitalité. C'est pour ça que c'est la porte de la vie, la porte du destin. C'est pour ça que c'est par la reproduction qu'on va transmettre cette information et cette énergie à nos enfants. Hein? C'est l'énergie sexuelle. C'est la Kundalini qui va monter. Bon, mais ça, on verra ça demain, plus en détail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Et c'est bien sûr la moelle épinière, hein, la moelle des os, tous les liquides nobles en fait de notre corps sont soutenus par les reins. Alors, un dernier détail, on arrive sur cette terre avec un capital, comme dans un compte en banque. On a un compte épargne donné à notre naissance. Au cours de notre vie, on épuise progressivement ce capital. Quand il n'y en a plus, on meurt. C'est pour ça que c'est important de renforcer cette énergie ancestrale, originelle, par le Qigong, par une bonne alimentation, par une bonne hygiène de vie, par une bonne manière de penser. Par contre, il faut savoir que cette énergie-là, le Qi alimentaire, cette énergie acquise, on peut toujours la produire. Hein. Celle-là, il faut l'économiser, ne pas la gaspiller, en tout cas, la renforcer par une pratique et un ancrage. Mais celle-là, on peut la produire en permanence, hein, notre énergie. Et celle-là, bah, c'est notre lien avec le ciel. Ça, c'est notre lien avec la terre. Voilà.